Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La Cour constitutionnelle du Mali nous a fait parvenir une déclaration pour apporter un démenti formel aux accusations qui circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Des allégations faisant état d'une rencontre à Bamako le 29 juillet 2018 au sein de la Cour en vue du partage de la somme de 900 millions de nos francs de la part du candidat Ibrahim Boubacar Keïta dans le but de couvrir d'éventuelles fraudes électorales. Voici pour vous l'intégralité de cette déclaration. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir à ce point de presse dont l'objet porte sur une déclaration de la Cour constitutionnelle dont la teneur suit. La Cour déclare que de graves accusations de tentatives de corruption de 9 membres de la Cour ont été diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les dites accusations faisaient état d'une rencontre à Bamako le 29 juillet 2018 au sein de la Cour en vue du partage d'une somme d'argent de 900 millions de francs CFA émanant du candidat Ibrahim Boubacar Keïta en vue de couvrir d'éventuelles fraudes électorales de ces derniers lors de l'élection présidentielle organisée le même jour. La Cour dénonce le caractère ridicule de cette affabulation médiatique visant à discréditer le scrutin relatif à l'élection du président de la République à travers une pseudo-rencontre houleuse qui ne pouvait matériellement avoir lieu dans la mesure où les juges de la Cour étaient mobilisés au même moment dans différentes régions du pays et en compagnie d'observateurs internationaux pour coordonner les missions d'observation des 3500 délégués recrutés par elle en vue d'observer le bon déroulement des opérations de vote sur toute l'étendue du territoire national. En outre, la Cour attire l'attention de tous que la diffusion de telles accusations sans fondement sur la base des faits qui ne pouvaient matériellement avoir lieu trouble la sincérité du processus électoral et constitue ainsi une infraction prévue et punie par les lois électorales et pénales. À cet effet, elle se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux par une saisine régulière des juridictions compétentes pour préserver son intégrité. Enfin, les membres de la Cour, nullement ébranlés par ce montage grotesque, affirment leur détermination à assumer les missions à eux, assignées par la Constitution et les lois pertinentes dans le seul intérêt du peuple malien. La Cour sait compter sur la bonne compréhension de tous. Déclaration signée de Madame la Présidente de la Cour, Madame Manassa Danyoko, commandeur de l'Ordre national. Je vous remercie de votre aimable attention et merci d'être venus si nombreux. Les Maliens et les Maliennes attendent impatiemment les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet. Pendant cette période d'angoisse pour certains et prudence pour d'autres, nous avons tenté de donner la parole aux observateurs les plus coriaces de la scène politique malienne. Écoutons-les au micro de Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Bon, moi je pense que d'abord il y a certaines anomalies, plusieurs anomalies dans cette histoire-là, puisque il y a deux institutions qui sont autorisées à publier les résultats, à savoir le ministère de l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle. Pour le département, c'est
ce sont les résultats provisoires, complets. Maintenant, pour la Cour constitutionnelle, il s'agit là des résultats définitifs. Maintenant, ce qu'on constate cette année, c'est la publication des résultats sur les réseaux sociaux. C'est la publication de certains résultats par certains QG de campagne de certains candidats. Moi, je pense que cette nouvelle stratégie de publication des résultats ne peut que faire monter la tension entre les Maliens et les différents camps. Car certainement, la plupart de ces chiffres ne sont ni officiels et ces chiffres peuvent aussi contenir des erreurs. Donc ça peut amener à augmenter les tensions entre les citoyens. D'abord, je commencerai par saluer la maturité des Maliens et des Maliennes par rapport à ces élections qui étaient annoncées comme les élections les plus dangereuses. Mais heureusement, vous avez vu que les Maliennes et les Maliens sont sortis massivement pour aller voter sans incident. Donc je voudrais ici profiter de votre micro pour saluer la maturité des Maliens, du peuple malien par rapport à ce vote-là. Par rapport aux résultats provisoires que nous attendons, pour le moment, il n'y a rien d'officiel, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la centralisation des résultats. Parce que d'après ce qui nous est arrivé comme information, les résultats sont arrivés sans procès-verbaux. Donc sur l'ensemble du territoire, sur les 49 cercles, pour le moment, ils n'ont qu'une vingtaine. Et sur les 20, donc il y a encore des procès-verbaux qui manquent. Donc sans les procès-verbaux, il n'est pas possible de prendre en compte les résultats qui sont déjà dépouillés. Parce qu'un résultat, c'est sur la base des procès-verbaux. Donc vraiment, nous attendons et je crains que nous puissions avoir ces résultats-là demain jeudi. Donc il y a un très grand retard dû à je ne sais quoi, mais pour l'instant, les résultats annoncés, il faut les prendre avec des pincettes parce que ce sont des résultats qui ne sont pas sous-tendus par des procès-verbaux. Oui, effectivement, nous attendons tous ces résultats et notre espoir à tous est que ce soient des résultats en tout cas conformes aux attentes de tout le monde. Et pour ce faire, je pense qu'il a été dit à suffisance que effectivement les élections, aussi bien que leurs résultats, doivent respecter en tout cas la transparence, la légalité et surtout vraiment l'honnêteté. Je pense que tout le monde attend ces résultats sur la base de ces différents critères. Alors, ces résultats du premier tour de l'élection présidentielle feront-ils l'unanimité aux yeux des Maliens? La réponse dans ce micro-trottoir de Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Oui, c'est vrai, nous sommes tous dans l'attente des résultats. Comme on nous fait croire que c'est au plus tard le vendredi, donc comme nous avons pu attendre 5 ans pour aller à une élection, donc je pense que du dimanche au vendredi, c'est pas longtemps, il faut attendre. Si vendredi nous n'avons pas les résultats, là on pourra commencer à s'inquiéter. Je pense que l'administration est toujours dans les délais, d'autant que le vendredi n'est pas encore passé et rien n'est fait, donc il faut la patience toujours. Bon, ça dépend de tout le monde, ça dépend de chacun. Parce que déjà on voit sur les réseaux sociaux, chacun est en train de donner ses résultats, ses données. Donc mon inquiétude c'est ça, parce que est-ce que d'autres camps ont donné? Et sur ce que le ministère de l'administration territoriale va donner, s'il n'est pas conforme avec les quartiers généraux des candidats, est-ce qu'ils vont accepter? C'est là mon inquiétude. De toute façon, la seule structure habilitée à donner les résultats, c'est le ministère de l'administration. Personne d'autre n'a le droit de proclamer ou de donner les tendances. Donc nous, on va se référer juste aux résultats du ministère. Et c'est là, il restera maintenant aux candidats d'accepter ou de ne pas accepter. C'est le sort des candidats. Nous, en tant que citoyens, nous avons voté, nous avons rempli notre devoir civique. Donc, il reste aux candidats d'accepter ou de ne pas accepter. Bon, ce que moi je peux juste dire, c'est que nous sommes obligés d'attendre parce qu'on a fait confiance à une commission qui est en train de travailler. On attend les résultats au niveau du ministère de l'administration territoriale. Sans ça, nous, en tant que citoyens, on ne peut rien dire. C'est le ministère qui est habilité à donner les résultats provisoires et après la Cour constitutionnelle. Donc nous sommes obligés d'attendre.
En fait, c'est ça notre souhait. C'est le souhait de tous les Maliens que les résultats soient acceptés par tout le monde. Donc c'est ça notre souhait. Maintenant, si ce n'est pas aussi accepté par tout le monde, c'est qu'il faut faire... donc on prendra toutes les dispositions nécessaires en fait, pour calmer les gens quand même. Mais bien sûr, je fais confiance à l'administration malienne. Donc c'est le plus important. Soyons sereins et soyons de bons citoyens. Si nous sommes de bons citoyens, donc on attend favorablement les résultats. On n'a pas besoin de crier et faire autre, donc on attend. Bon, moi je pense que les Maliens nous ont déjà prouvé cette maturité. Puisque si vous voyez le paysage politique avec les messages qui étaient véhiculés par-ci par-là avant les campagnes, beaucoup pensaient déjà que depuis les campagnes, on allait quand même, les résultats que nous enregistrons au fur et à mesure est en train de se pencher vers quand même deux grosses pointures aussi de la scène politique. Donc chacun attend, au niveau de chaque QG, chacun attend maintenant les autorités compétentes qui sont aptes quand même à donner d'abord les résultats provisoires et les résultats définitifs. Donc personne ne pourrait, sinon ne doit, en tout cas en ce moment, dire que voilà, moi j'ai gagné ou j'ai pas gagné, dire que tel a gagné, tel n'est pas gagné. Cela ne ressort de la compétence d'aucun candidat, d'aucun QG politique. Donc nous devons tous attendre quand même les autorités compétentes qui sont aptes quand même à nous donner d'abord les résultats provisoires et les résultats définitifs. Bon, moi je pense que les Maliens nous ont déjà prouvé cette maturité. Puisque si vous voyez le paysage politique avec les messages qui étaient véhiculés par-ci par-là avant les campagnes, beaucoup pensaient déjà que depuis les campagnes, on allait quand même mener des trucs qui n'étaient pas du tout ordinaires, qui avaient à avoir des bruits. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc ça dénote à suffisance la maturité politique, non seulement des acteurs politiques, et puis de la population qui sont les électeurs. Et je pense que les résultats qui seront sortis de cette élection, je pense que seront acceptés par ces mêmes acteurs politiques et ces mêmes populations, puisqu'ils ont déjà montré la preuve lors de la campagne. En cette période de grandes vacances, il n'est pas rare de voir les grandes voies de la capitale investies par des vendeurs ambulants d'articles divers. Pour certains, c'est l'activité pendant toute l'année, alors que pour d'autres, cela s'est fait uniquement durant la période d'une activité scolaire. Abdul Karim Sako, Samba Traoré. Ils sont élèves en vacances, diplômés sans emploi et chacun dans sa spécialité en termes de vente d'articles. Ce sont les vendeurs ambulants que l'on rencontre sur les grandes voies publiques, se faufilant entre conducteurs de véhicules et motocyclistes. Tous estiment que c'est pour vivre de la sueur de leur front, quoi de plus noble. Je suis élève en vacances, je vends des articles comme des jouets pour enfants. Je pratique cette activité pour économiser afin d'acheter mes fournitures scolaires à la rentrée pour soulager mes parents dans les dépenses familiales. Il y a des jours où on ne vend rien, certains passagers ne nous considèrent même pas, mais cela ne nous encourage pas. Nous cherchons notre pain quotidien. Grâce à Dieu, j'en tire profit. J'arrive à épauler les parents dans les dépenses de la famille. Je lance un appel à mes frères jeunes à ne pas répugner le travail, car nous sommes l'avenir du pays. Il y a des jours où je peux avoir jusqu'à 30 000 comme recette journalière, donc je ne me plains pas. Actuellement, je suis vendeur ambulant d'habits de seconde main. Je m'approvisionne chez un grossiste. Parfois, la vente est plus rentable, alors je peux vendre jusqu'à 30 000 francs par jour. Cependant, tout dépend de la chance. Il n'y a pas de sous-métier. J'ai été à l'école, mais je n'ai pas pu avoir un emploi dans la fonction publique. C'est ainsi que je me suis orienté vers cette activité pour subvenir à mes besoins. Se battre pour vivre de ses efforts et ne pas dépendre des autres. Voilà la philosophie de la plupart de ces braves vendeurs ambulants, comme pour dire que seul le travail libère l'homme. L'hivernage bat son plein et c'est une période couronnée très souvent de dégâts en termes humains ainsi que matériels causés par les eaux de pluie.
pour la cause. Les autorités municipales de la commune 1 ont déjà adopté de fortes mesures pour prévenir d'éventuels incidents. Samaïra Sanogo, Seydou Nyari. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Cet adage est l'illustration parfaite du comportement de l'autorité municipale de la commune 1, qui, une fois a été victime d'une inondation sans précédent en 2013, a décidé déjà d'adopter des mesures solides pour éviter d'éventuels incidents souvent causés par des fortes pluies. La municipalité et la mairie de la commune 1 de tout le temps, à la veille de l'hivernage, prend toujours des dispositions pour pallier aux désagréments qui seront causés aux fortes précipitations. Et pour cette année, c'est de coutume au niveau de la mairie. La mairie est en train de prendre aussi, sinon a déjà pris des dispositions. Les dispositions sont à des niveaux différents. D'abord, en premier lieu, il faut des alertes précoces, des systèmes d'alerte précoces. Essayer de mobiliser, de mettre en place un certain vivier qui va veiller de façon permanente à la sensibilisation, surtout des riverains. Dans la mesure où notre commune, surtout le quartier Bankoni, a connu des inondations en 2013. Des inondations qui a été avec un peu d'ampleur. Mais depuis lors jusqu'à maintenant, le gouvernement malien, à travers la mairie, n'a pas ménagé pas mal d'efforts. On prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter des inondations, des dégâts de ce genre. C'est pour cette raison que les curage continuent. Mais avec tout ça, la mairie aussi, surtout l'une des priorités de la mairie, c'est l'assainissement. Donc, depuis que la nouvelle équipe aussi est là, ils ne font que des curages. Donc, cette année, la mairie, dans le programme, nous avons un programme de 34 000 mètres lunaires à curer au niveau de la commune 1. Donc, aujourd'hui où je vous parle, les curages sont presque fins et nous sommes en phase d'évacuation des ordures. L'autorité communale a saisi l'occasion pour lancer son message de sensibilisation et de méfiance à l'endroit de la population en général et singulièrement aux riverains, tout en les exhortant à la vigilance. Avant même la vigilance, nous avons un message de sensibilisation par rapport au comportement. Parce que vous savez, le grand collecteur qui traverse Bankoni du nord au sud, généralement les inondations sont au niveau de ce grand collecteur. Donc nous constatons tous les jours que les familles déversent les ordures dans le marigot. Donc quand les ordures sont dans le lit du marigot, je pense que même une petite précipitation, l'eau va certainement déborder la vase. Donc si tel est le cas, forcément les inondations vont venir de façon inattendue. Donc nous avons ce message de sensibilisation en première position pour demander aux familles riveraines, malgré les maigres moyens, on essaye quand même d'entretenir ces collecteurs. C'est vrai, c'est le devoir aussi, c'est le devoir primordial de la mairie. Mais comme vous le savez, il faut la conjugaison de l'effort de tout un chacun, les familles riveraines et la mairie, pour pouvoir quand même mieux entretenir ces collecteurs avant que le collecteur ne soit réellement aménagé. L'appel que j'ai lancé à la population de la commune, c'est vraiment d'éviter le déversement des ordures dans les caniveaux et dans les collecteurs. Parce que vous le savez, combien de moyens sont déployés pour curer ces caniveaux et ces collecteurs. Et aussi quand ces collecteurs sont engorgés, directement c'est cela qui provoque l'inondation. Tout compte fait, l'autorité communale tient à brandir l'épée de la résistance pour ne plus vivre un autre événement sombre comme celui de 2013. Après plusieurs mois de démarches auprès des leaders religieux et les autorités du pays qui n'ont toujours pas abouti, les cheminots du Mali entendent entreprendre une autre voie de négociation pour l'amélioration des conditions de leur travail dans les prochains jours. Ici, les propos sont recueillis par Sadio Sidibé et Samba Traoré. Au jour d'aujourd'hui, le chemin de fer est en train de sombrer dans l'abîme devant Dieu et les hommes. Je pense que chez nous, tout le monde est au courant de nos problèmes. Si j'ai dit de nos problèmes, plus précisément le salaire. Les cheminots sont à 6 mois sans salaire.
une première dans l'histoire du Mali et que nous déplorons aujourd'hui. En même temps, nous avons 32 de nos camarades qui ont été admis à la retraite au 31 décembre 2017. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu leur indemnité de départ à la retraite. Une première encore dans l'histoire du Mali. Maintenant, nous voulons et nous demandons aux autorités pourquoi ils sont si léthargiques face à cette crise, face à cette détresse humaine que les cheminots n'ont jamais connue. Nous sommes d'abord victimes d'une concession mal ficelée, rendant coupables les États, mais aussi un regard indifférent de nous cheminots qui ont laissé plus de sang aux prédateurs. L'État a évincé, il y avait un actionnaire ici qui était Transrail, c'est l'État qui a évincé l'actionnaire qui était là, par le fait des princes, en disant qu'ils vont s'assumer. Mais présentement, nous on a vu que l'État nous a laissé, l'État est très léthargique. On a entendu 6 mois sans salaire. Bon, c'est le moment maintenant que la jeunesse, certains jeunes se sont vus depuis la semaine passée pour dire aux uns et aux autres, à la population malienne, à la population internationale, pour dire que vraiment nous souffrons, nous payons, nous n'avons pas de salaire, nos loyers, on n'arrive même pas à subvenir à nos besoins vitaux. C'est la détresse humaine chez nous. Nous, on a tout fait. Les syndicats ont tout fait, ont tapé sur toutes les portes. Les associations féminines, que ce soit féminines, masculines, tout le monde a travaillé. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir gain de cause. À chaque passage au ministère, les ministres ils nous rencontrent, ils tentent toujours de nous baratiner. Le ministre est au courant de tout. Il est au courant de tout, le ministre est au courant de tout. Il est même à la base de nos mots. Pour le moment, notre préoccupation, c'est les 6 mois de salaire. Et nous retrouvons Amadou Diallo pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Bukola Saraki, président du Sénat du Nigeria, vient lui aussi de tourner le dos au parti au pouvoir au Nigeria. Difficile de prédire la nouvelle posture de Buhari alors que l'on s'y attendait le moins. C'est au tour d'un important cadre de tourner le dos au parti au pouvoir au Nigeria. Président du Sénat, Bukola Saraki devient désormais membre du Parti démocratique populaire PDP, principale formation d'opposition. Il estime que c'est désormais dans le PDP qu'il retrouvera ses valeurs qui font défaut à l'APC. Lors d'une allocution télévisée tardive, mardi 31 juillet 2018, le président sud-africain a annoncé que son parti, l'ANC, comptait amender la Constitution pour y faire entrer le principe d'expropriation des fermiers sans compensation. Très émotionnel en Afrique du Sud, la question de la terre est sur la table depuis plusieurs mois maintenant. Les fermiers blancs possèdent environ 3/4 des terres du pays. La question de la redistribution des terres a déchaîné les passions depuis plusieurs mois en Afrique du Sud. Les résultats des élections législatives au Zimbabwe sont connus dans leur majorité. La ZANU-PF, parti au pouvoir, est en tête avec 110 sièges selon les résultats partiels publiés par la commission électorale ZEC. La commission électorale du Zimbabwe a commencé mardi soir à publier les résultats des élections législatives du 31 juillet. De ce premier dépouillement relatif à 153 circonscriptions, il ressort que le parti au pouvoir ZANU-PF a déjà remporté 110 sièges contre 41 pour le principal parti de l'opposition, le MDC, et un siège pour le NPF, un parti créé par un ancien membre de la ZANU-PF. L'Assemblée nationale compte un total de 210 sièges. La ZANU-PF est donc d'ores et déjà assurée d'obtenir la majorité absolue à la Chambre basse. Tout juste acquitté par la Cour pénale internationale CPI, l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba revient mercredi en République démocratique du Congo, 11 ans après avoir quitté le pays pour participer à l'élection présidentielle supposée organiser le départ du président Joseph Kabila. Bemba, 55 ans, est annoncé par ses proches à Kinshasa où il veut déposer dès jeudi sa candidature à l'élection prévue le 23 décembre pour désigner le successeur du président Kabila. Le chef de l'État ne peut plus se représenter mais n'a toujours pas désigné de dauphin à une semaine de la date butoir du dépôt des dossiers le 8 août.
Le président béninois Patrice Talon a décidé d'abandonner pour une durée indéterminée un projet de réforme constitutionnelle qui devait être soumis au vote populaire, arguant que l'organisation d'un référendum coûterait trop cher et n'était pas une priorité. La réforme constitutionnelle, qui n'avait pas atteint les 4/5 de la majorité parlementaire requise lors de son étude par l'Assemblée début juillet, devait être renvoyée automatiquement au vote par référendum. Cette réforme portée par le président prévoyait notamment de consacrer l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale, supprimer la peine de mort, instaurer une cour des comptes et regrouper toutes les élections. Ce communiqué avant de boucler cette édition, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a l'honneur d'informer l'opinion nationale et internationale qu'il lui est revenu de constater sur les réseaux sociaux la diffusion des résultats provisoires de l'élection du président de la République scrutin du 29 juillet 2018 qui émanerait du ministère et de la CENI, conformément à l'article 156 de la loi numéro 2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée portant loi électorale. Le ministre chargé de l'administration territoriale totalise les résultats du procès-verbaux des opérations du scrutin et proclame les résultats provisoires dans les 5 jours qui suivent la date du scrutin. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation demande catégoriquement ces allégations. Bamako, le 31 juillet 2018, signé le ministre Mohamed Ag Erlaf. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.